What's going on? This is Mario Davis, linebacker for the New Orleans Saints, and this is the French Quarter Podcast. Go Saints, this is the Saints in French. Et salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce... nouvel épisode. Non, je voulais ton Victory, dommage. Mais je vais te le refaire juste après le jingle de présentation, évidemment. 17e épisode de la saison 3 du French Quarter Podcast, le podcast de l'équipe NFL la plus francophone. Un épisode où on parle de la victoire et donc de ce... Victory Tuesday. Victoire 29-6 face aux New York Jets à la maison. Jingle. They getting shocked tonight, we getting shocked tonight. They getting shocked tonight, we getting shocked tonight. They getting shocked tonight, they getting shocked tonight. She getting shocked tonight, they getting shocked tonight. Et on est sûr que là, il n'y aura pas les copyrights, donc c'est parfait. Messieurs, dans un premier temps, avant de reparler de ce match, je vais quand même faire un petit tour de table pour savoir comment vous allez. Et je démarre par toi, Bébert. Comment ça va en ce mardi 23 décembre 2025, à la veille de réveillon de Noël? Eh bien, écoute, moi, ça va tout à fait très bien. Pour être tout à fait transparent, je sors de... Là, il y a encore 15 minutes, j'étais en train de me manger une petite fondue savoyarde avec la belle famille. Donc, autant te dire que... il y a un petit delta entre fondue savoyarde et préparer l'épisode et être dans l'épisode, mais ça devrait le faire. Et cette petite fondue pour permettre de festoyer sur cette victoire contre ces Jets, ces Jets qui étaient quand même incroyablement durs à battre. Non, je rigole. Enfin, si, c'était vrai, mais bref. Non, mais plutôt content de ce moment de fête et de ce moment à partager en famille, etc. Et avec une victoire, donc tout va bien. Écoute, Elio, tout va bien, ça fait plaisir. Magnifique, mon Weber. Toi, Saint-John, alors pour ceux qui ne voient pas l'écran, John a un pull de Noël Saints qui est en train de clignoter. Oui, il y a des lumières dessus. Voilà, nous sommes à la fête foraine. Ne prends pas feu, j'espère. Ne prends pas feu. Ça va. Écoute, ça va. Dans la période de rush du boulot, évidemment, en étant dans le commerce sur cette période-là, c'est pas la période la plus calme. Donc, content de vous retrouver. C'est un peu mon petit exutoire de la semaine. 3e victoire de suite. La dernière de la saison au Superdome. Ça fait plaisir. On est sur un bon mood. Et toi, mon Elio, comment tu vas ? Écoute, ça va plutôt bien. 3 victoires de suite, faut savourer. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu le droit à ça. Demain, départ pour les États-Unis, voyage de 2 semaines. Donc aussi plutôt motivé par ça. Mais comme toi, grosse période de taf. Et tous nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont un petit peu aussi dans cette période, pour certains, à mon avis, avec leur travail, on vous souhaite bon courage, bien évidemment. Avant d'aborder ce match, une petite information. Les rosters du Pro Bowl sont tombés. Il n'y a pas de joueur des Saints. Un petit Demario Davis, un petit même Juwan Johnson. Oui, c'est Elio qui le dit. Même un petit Juwan Johnson, ça aurait pu apparaître, j'imagine. Mais tonton Demario a été snobé, ça c'est dommage. Comme chaque année, malheureusement. Ça viendra avec quelques blessures, je pense, et des joueurs qui déclinent l'invitation. On aura peut-être 1 ou 2 joueurs qui fera le déplacement comme tous les ans, quoi. Je peux me permettre d'une autre personne qui a été snobée. Alexis. Alexis n'est pas là ce soir. Et tu n'as pas précisé, Elio, l'absence d'Alexis qui est pas là ce soir. T'as totalement raison. Moi, j'allais lâcher une blague après sur lui, mais bon, justement, tu fais bien de l'annoncer. Alexis n'est pas là. Il passe passer les fêtes de Noël dans un pays étranger que vous connaissez plutôt bien depuis le temps qu'ils en parlent avec John en direct. C'est ça. Et il a bien raison. On lui passe le bonjour. Évidemment, on lui fait des gros bisous. Messieurs, c'est parti, direction l'analyse déjà statistique. Dans un premier temps, de l'attaque des Jets. Brady Cook, donc 22 passes complétées sur 35, 188 yards, une interception, pas de touchdown. À la course, ils ont couru 20 fois pour 64 yards, aucun touchdown également. Puis pas grand-chose à dire de bien plus. Un fumble de Brady Cook et un de Covante Tigers. Non, même pas, un recouvert. Ça, c'est différent. Mais un fumble de Brady Cook. De notre côté, en attaque, Tyler Shock, c'est 32 passes complétées pour 49, 308 yards et un touchdown. Pas de turnover.
Tyson Hill, une passe complétée de 38 yards pour un touchdown également. Et oui, messieurs, comme quoi. Parce qu'à la course, on a couru 25 fois pour seulement 84 yards. Mais encore une fois, on a le même nombre qui revient. Tyson Hill, c'est 12 courses pour 42 yards. Audric estimé, 5 courses pour 19. Au niveau de la réception, eh bien, nous avons 10 réceptions pour 148 yards et 2 touchdowns de Chris Olave. Il va falloir en parler. Ça va devenir un sujet. Enfin, c'est déjà un sujet, mais là, cette fois-ci, c'est encore plus important. Jovan Johnson, 8 réceptions pour 89 yards. 4 réceptions de Tyson Hill pour 36 yards. Démarrons sur cette attaque. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Globalement, un peu un visage assez similaire aux semaines précédentes dans la physionomie du match, c'est-à-dire que l'attaque a démarré un peu doucement, voire le match a démarré très mal avec un fumble de Taysom Hill sur la deuxième action, je crois, ou troisième, deuxième. Et du coup, je me suis dit, merde, ça y est, c'est parti pour les mauvais soirs. Et je pensais que tout allait très mal s'enchaîner. Au final, c'est pas le déroulé du match, mais une première mi-temps un petit peu difficile. Difficile de trouver un peu ce qui va marcher contre ces Jets, qui défendent plutôt bien les premiers drives. Une première mi-temps aussi que je trouve un peu difficile dans le scoring parce qu'on s'en sort, je crois, à la mi-temps à 9-6, si je dis pas de bêtises. Donc 3 field goals, donc on a quand même été 3 fois dans le terrain adverse. Pour moi, il y avait possibilité de plus. Les stats sont pas flatteuses quand tu les regardes comme ça, mais il y avait possibilité à plus. Après, on sait que l'équipe, enfin l'attaque, jouait en partie avec des joueurs de seconde zone. Quand tu as, en dehors de Chris Olave, tu as Mason Tipton, tu as Dante Pettis, Kevin Austin Jr. pour tes receveurs, que en running back, du coup, tu as estimé et Evan Hull. Quand tu vois le surdosage de Tyson Hill du coup sur l'attaque, on sait que c'est lui qui allait porter un peu le truc avec Chris Olave et Jovan Johnson. Tu te dis quand même, on s'en sort plus que bien. Moi, je m'attendais à une grosse cata et des jeux pas très propres. Et au niveau de l'exécution, quand même, on a été relativement bon. Je suis complètement d'accord avec John et il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter sur cette partie-là. Je suis plutôt d'accord sur le fait que ça a démarré doucement. Ça a démarré, ouais, le jeu de Tyson Hill où il fait un fumble, fait suite à un big play un peu raté sur, je ne sais plus quel est le receveur, peut-être Olave, sur un jeu profond direct sur le premier jeu. Et je me dis, c'est sympa de voir un peu d'agressivité. Ça me rappelait aussi l'année dernière avec Derek Carr, on aimait bien démarrer, premier jeu, bim, big play, une passe de 50 yards pour voir un peu, pour se chauffer, pour tâter un peu la défense. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas eu de... On y allait doucement, mais tout a fonctionné. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de contre-performance de Tyler Shock. On aurait pu avoir une... Il n'a pas été flamboyant, mais il n'a pas fait une contre-performance. Ça a été doucement, mais il a su capitaliser sur les semaines précédentes et continuer à se développer. Et malgré... Alors, visuellement, je trouve que ça n'a pas été mieux que les semaines précédentes, mais statistiquement, ça a été son meilleur match en termes de yards à la passe. Et donc, ça n'a pas de contre-performance de Tyler Shock, ça c'est quand même pas mal. Il n'y a pas d'erreur coûteuse, même si il y a des erreurs qui sont un peu dures, comme celle de Taysom Hill en début de match. Ensuite, derrière, le jeu au sol, bon, on s'en doutait avant le match que ça allait être compliqué. Le jeu au sol a été catastrophique. À la vue des joueurs en place, c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Voilà, là où je veux en venir, c'est très bien ce qui a été fait par nos deux running backs. Voilà, parce qu'avec des guards, troisième guard et quatrième guard, running back 4 et 5 de notre squad, c'était déjà pas si mal que ça de faire ce qu'ils ont fait, mais on n'a pas su établir un jeu au sol pour pouvoir un peu bouffer les Jets au fur et à mesure, prendre le temps, bouffer la cloque, etc. Et au final, on a fait, je suis en train de rechercher et j'ai ma souris qui bloque, mais on n'a pas fait plus de 80 yards, un truc comme ça, ou à peu près 80 yards au sol, ce qui est quand même pas terrible contre une équipe des Jets qui était quand même un peu limitée. Ouais, après, tu prends quand même 328 yards dans les airs.
On sait que sur la D-line, il y a quand même, enfin sur le front seven des Jets, il y a quelques beaux bébés tout de même. Donc au final, je pense que c'est un peu, on a pris ce que la défense nous donnait en C'est ça. face, et c'était largement suffisant pour les battre. Moi, je vais revenir sur le match de Tyler Shock, qui est certes pas flamboyant, mais déjà un premier fait, 308 yards, c'est la première fois depuis décembre 2023 qu'on a un quarterback qui passe les 300 yards à la passe. C'est dire, ça commence à faire long, Oui. très long. Je l'ai trouvé globalement bon. En fait, encore une fois, comme la semaine dernière, c'est ce que je disais, hein, il a pris ce que la défense d'en face lui a donné. Et là où, par contre, il m'impressionne, c'est toutes les lectures pré-snap, les ajustements. En fait, t'as pas l'impression de voir un rookie mener cette attaque. Tu as l'impression de voir quelqu'un qui a 2-3 années sous la ceinture et qui est installé dans l'attaque depuis un bout de temps. Et c'est ça que j'apprécie avec lui, c'est qu'il y a une vraie maturité du jeu. Il y a une vraie intelligence de jeu aussi. Il sait lire les défenses adverses, il sait comment attaquer, et tu le vois de plus en plus. Tu revois les médias s'intéresser à Tyler Shock. Tu vois un Brian Baldinger qui fait ses débriefs tous C'est les ça, lundis, oui. se réintéresser aux Saints et à Tyler Shock. Tu vois de plus en plus de monde Il y a se de plus en plus de réintéresser. vidéos. Il y a Voilà, de plus en plus de vidéos vidéos. sur le décryptage de chocs et la lecture des défenses. Ouais, et du coup, c'est quand même très plaisant, et c'est ce que tu veux voir aussi de ton rookie quarterback, c'est qu'il enchaîne les bonnes performances. Évidemment, il y aura des matchs où il sera moins bon et qui va faire des cagades, etc., comme tous les rookies, mais il est constant pour l'instant, et ça, j'apprécie beaucoup. Il est constant, et ça fait quand même à peu près 4 matchs d'affilée où il a quand même une performance à peu près équivalente match après match. Ce qu'on n'avait pas eu avec. Alors, j'aime pas trop comparer avec Rattler, mais parce que Rattler a fait quand même des très belles choses, mais ils sont dans deux styles différents, et il y a une constance qui est quand même très agréable à voir chez Tyler Shock, et une maturité sur le terrain, dans la poche, dans la gestion. Alors, c'est un peu plus visuel et subjectif que statistique et chiffrable, mais il y a un truc qui est quand même beaucoup plus rassurant. Et quand tu vois que d'un coup d'un seul, dans tous les bookmakers, il est deuxième au contest des Offensive Rookie of the Year, alors que ça fait que non, il est au 7e match. Et Que voilà. c'est enfin, et pardon. Tu me flingues ma hot take. Ah merde. Je voulais y venir. Ah merde, excuse-moi. Je voulais poser la question après qu'on ait fini justement Excuse-moi. là-dessus. Bah, t'inquiète, c'est pas grave. Je vois qu'on a les mêmes sources. Vas-y. Voilà, on a un peu les mêmes sources, et moi j'allais vous poser la question de si jamais Tyler Shock win out la saison et du coup il finit à 6 victoires, est-ce que pour vous il a des chances d'être Rookie of the Year ou pas? Vas-y Elio, vas-y. Je sais pas, parce qu'il a joué que la moitié de la saison, faut aussi prendre ça en compte. T'as 2-3 autres sérieux candidats. Macmillan et Egbuka. Ouais. Et Trevion Egbuka, il est Henderson. en. Egbuka, il est en Ouais, il est en descente. très Mike fort. Millan dans une équipe qui est pas terrible de base, et surtout Ouais, avec mais un qui est quarterback playoffable. pas terrible. Oui. Qui est playoffable. En fait, Donc c'est ça qui joue vachement. t'as très bien Anderson qui s'est blessé, je crois, donc du coup ça joue un peu moins. En Il y fait, a je Sean pense que Gentile aussi, pareil, qui est dans une équipe dégoûtante, mais qui. Alors là, pour moi, Gentile mais est de bon. Je ce sais qu'on voit pas, des parce de que ce après, qu'on voit c'est des ça, là, on parle de joueurs qui ont joué la saison complète, c'est ce qui n'est pas le cas de Shock, donc je sais pas. de ce Ouais, qu'on voit mais- des bookmakers, c'est vraiment les deux maintenant. J'ai l'impression c'est Macmillan Macmillan et Shock. Et l'avantage de Shock, c'est qu'il est QB. Et donc Voilà. forcément, ils vont kiffer d'avoir un QB potentiellement MVP, rookie MVP, quoi. Faut je trouverais ça drôle, moi, qu'il soit rookie MVP. C'est sûr qu'il y a un gros coup de cœur sur lui, sachant qu'à côté, même en quarterback rookie, tu vois, t'as un Jackson Dart qui était un petit peu séduisant au début, t'as un Shader Sanders sur qui on en a fait des caisses. Tu pouvais avoir 2-3 Cam Ward aussi, qui était first pick, qui était donné comme une sorte de fric. Donc tu pouvais avoir en parallèle d'autres quarterbacks un petit peu surévalués, contrairement à Shock, et au final il a quand même réussi à renverser la tendance, et rien que pour ça, rien que cet exploit là, il est quand même assez fort.
Oui, il mérite d'être nommé, même s'il ne gagne pas, il mérite d'être nommé, je sais pas, dans le trio de tête, vu sa saison, s'il termine la saison comme ça. Mais avec 2 victoires supplémentaires là, pour la fin de saison, je me dis, est-ce qu'il mérite d'être Rookie of the Year? Je sais pas si on prend juste ses statistiques et ce qu'il a fait, mais comparé à ce qu'il y a en face, après, il n'y a pas forcément non plus autre chose, enfin, il n'y a pas grand-chose sur la table qui pourrait Ouais. aussi Pour se moi, dire, bah non, il y a lui, il y a un autre nom, c'est indéniable, c'est lui qui sera Rookie of the Year. Et au final, sur la table, il n'y a pas grand-chose d'autre en termes de rookie offensif. pour moi, hormis Macmillan et Trevian Ouais, Anderson, c'est ça. il y a pas de concurrence folle cette année. En tout cas, c'est vrai qu'il faut bien mettre en avant le fait qu'il n'y a pas un supporting cast foufou, hein. C'est vraiment que des gars de practice squad autour de lui, hein. On joue vraiment avec le fin fond des running backs, de la O-line, et même chez les receveurs. Enfin, voilà, là, ce qui a été prouvé une nouvelle fois, c'est que nos titulaires qui sont encore présents en attaque, donc qui sont Juwan Johnson et Chris Olave, ont fait le boulot. Ça reste les joueurs les plus fiables ces dernières semaines. Messieurs, on va devoir en parler. Alors, Juwan Johnson n'a rien à dire. Quid de Chris Olave? Une nouvelle fois, qui nous sort un gros match quand même. Alors, Qui fait le meilleur match de sa carrière en c'est bien statistique, hein. défendu, mais il nous sort quand même, en dehors de ça, il nous sort un gros match. Et là, il va falloir commencer à parler contrat parce que Jacoby Meyers, par exemple, qui est arrivé chez les Jaguars en cours de route cette saison, vient de signer un gros contrat de 3 ans. 60 millions sur 3 ans. Ouais, les receveurs sont de plus en plus payés. Vous, comment vous voyez la chose? Qu'est-ce que vous pensez là, maintenant, à l'heure actuelle? On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais plus les semaines passent. Ouais, c'est simple. Pour moi, ça va se jouer comme ça. Il va aller jusqu'à la fin de la saison sans contrat. Je pense que les négociations sont un peu au point mort parce qu'on en entend parler depuis le début de la saison et là, c'est un peu calme plat. Ouais. Je pense que lui, il se dit bah, j'ai encore 2 matchs pour montrer que je peux aller taper 1200 yards et peut-être 8 ou 9 touchdowns. Ce qui, statistiquement parlant, te dit que bah, c'est un numéro 1, clairement, hein. Après, il n'est pas aidé parce que enfin, il n'est pas aidé. Non, il est aidé justement par le fait qu'il n'y ait personne à côté de lui à qui lancer. Parce qu'on l'a vu un peu moins en vue quand tu avais un Devon Vele, quand au début de la saison, quand Shahid prenait pas mal de lectures, etc. On le voyait un peu moins. Donc c'est un peu difficile d'évaluer. Et encore une fois, on va te dire que Tyler Shock, il est bon, mais c'est face à des équipes qui sont pas bonnes. Ok, bah quid de Olave aussi. Tu peux avoir cet argument aussi, te dire bah, il est bon face à des défenses qui sont pas terribles, des défenses de bas de tableau. Est-ce que ça vaut les 30 millions à l'année? Et est-ce que ça vaut les 30 millions quand il se réveille qu'en deuxième mi-temps? Parce que de Ouais. mémoire, la première mi-temps, elle n'est pas non plus. Enfin, globalement, la première mi-temps des Saints n'est pas géniale et c'est un peu balbutiant, c'est un peu compliqué et il a du mal à se montrer. Il a aussi quelques drops encore sur ce match qui sont un peu. Ce qui fait un peu grincer des dents et tu te dis bon, mon gars, si tu veux 30 millions par an, il y a ces passes, tu peux pas les rater, quoi. Ouais. Et c'est en ça où moi je me dis 30, enfin je sais pas, moi je pars sur 30 millions parce que c'est un peu mon référentiel du gros receveur, c'est 30 millions par an. Ouais. J'avoue, pour l'instant, je trouve que c'est encore cher payé, mais après, quand tu vois les stats globales sur 4 saisons, il a fait 3 saisons à plus de milliards, une saison où il a été blessé, il les a pas faites l'année dernière. Bah ouais, il fait ses yards, il fait ses stats, etc. Mais est-ce que c'est les stats quand c'est des moments clutch ou est-ce que c'est des stats quand c'est des garbage time? Est-ce qu'il est réellement clutch quand il est sur le terrain? Est-ce qu'il est pas. Ah bah quand même, il l'est. Moi, je trouve que c'est dans des moments importants, souvent qu'on Pas le tout le voit. temps. Pas tout Olave. le temps, je trouve. Il y a des moments où il va te dropper, il y a des Les moments dernières où semaines, si. il y a des oui, mais il y a des moments où tu as besoin de rythme, il te casse un peu ton rythme avec un drop un peu dégueulasse, avec un tracé où il va glisser ou des choses comme ça. Et En général, c'est en tout début de match, mais après, quand on est quand même dans la course au score ou qu'on est devant, moi je trouve qu'il fait le boulot, hein. Sur les derniers drives qui ouais, sont chauds à chaque fois, il fait le boulot, hein. c'est pas une assurance tout risque. Non, C'est pas ton receveur à assurance tout non. risque où c'est ton gars sûr 100%. Il a encore des trous d'air. Après, Mais est-ce que dans la est-ce NFL, qu'on a mieux quelque part d'autre? de Voilà. passer d'un receveur comme ça, je suis pas certain non plus, tu vois. Mmh mh.
Non, ouais. Et Ah, le, ça, je te tout suis dépend là-dessus. tout dépend le profil que tu vas aller chercher aussi à la draft. Si Ouais. tu es dans le range d'un Kernel Tate, quelle production va prendre Tate sur Olave aussi? Est-ce que du coup Olave va pas te sembler trop cher parce que Kernel Tate fait une rookie saison Ouais. énorme? Enfin, tu vois, il y a plein de questions en fait autour de ça, autour de cette prolongation. Maintenant, on voit une alchimie qui est de plus en plus forte avec Tyler Shock. Ça, c'est indéniable. On a vu Chris Olave aussi parler en conférence de presse après match, dire que il a pensé à la retraite à 24 ans l'année C'est ce dernière que j'allais après dire, ouais. ses commotions. Là, on le voit dans un bon mood. On le voit avoir de faire de bons matchs ces dernières semaines. Hein. Et j'ai envie de dire, toute l'attaque a été élevée depuis que Tyler Shock est titulaire. Tu vois, les matchs de Olave sont meilleurs. Tu vois, les matchs de Juwan Johnson, ils sont meilleurs. Parce que tu as un QB qui sait mieux placer la balle que ce qu'il avait avant aussi. Tout à fait. Messieurs, terminons sur cette attaque avec un gros événement. C'est Tyson Hill, qui a d'ailleurs lancé un touchdown. Il y en a un deuxième qu'il avait lancé, mais qui a été rattrapé par un flag sur un holding. C'est pas lui qui l'a lancé, c'est Tyler Shock qui lui lance et lui, il le Oui. reçoit dans la Oui, end zone. oui, excuse-moi. En effet, donc il aurait pu en avoir un à la réception également. C'est le premier joueur de l'ère du Super Bowl donc, qui a passé milliards à la course, à la réception et à la passe. Voilà, Incroyable. c'est juste Mm. exceptionnel. Il rentre pas dans les codes du Hall of Fame parce que il n'a jamais été sélectionné au Pro Bowl. Et dernière chose, on sait que c'est ce joueur qui a le plus gros contrat chez nous actuellement, qui était un des joueurs qui avait un des plus gros contrats ces dernières années. Je me rappelle que lors de la première saison, notamment du French Quarter Podcast, on en avait parlé, on avait dit qu'en fait, à part cette année, évidemment, on se comprend, mais quand tu n'es pas observateur des Saints, tu ne peux pas comprendre l'arme offensive que ce type est. Le nombre de touchdowns, voire de victoires qu'il nous a rapporté, en fait, si tu regardes pas les matchs des Saints, tu t'en rends pas compte. Donc Bien le sûr. prix était peut-être justifié à l'époque, et d'ailleurs l'est. Messieurs, est-ce que vous avez un mot pour Tyson Hill qui a probablement joué son dernier match au Superdome? Je me souviens de l'année dernière, on disait s'il y avait moins de 5 portées pour Tyson Hill, c'était une défaite. Je crois que c'était ça à peu près la stat, ou 10 portées ou 5 portées. Et il était vraiment la pièce centrale de notre offense. Et j'ai vraiment vu, et j'aimais bien le côté de il est ni tight end, ni running back, ni quarterback, il est offensive player. Et ça, j'aimais bien ce côté un peu je suis joueur offensif, je joue partout, je peux me porter de la menace de partout. Et pour ça, j'avoue, il nous a amené du fun et il nous a apporté, comme je dis chaque semaine, des paillettes dans les yeux dans des matchs qui étaient incroyables où il a pu rouler sur des équipes. Là où je regrette un peu, c'est que je trouvais qu'à chaque fois, il n'était pas reconnu à sa juste valeur en tant que joueur offensif dans les médias aussi bien mainstream que américains ou même français, et toujours un peu catalogué joueur gadget, alors que je trouvais qu'il était quand même bien plus qu'un joueur gadget, et on le voit bien avec ses milliards de passes, rushing, à la passe et à la réception. Et c'est quand même bien plus qu'un joueur gadget, c'est quand même un joueur offensif qui a mené de la menace de partout, et ce qu'on essayait de dire l'année dernière pendant des épisodes complets. Ok, cette année, c'est la galère. Il a la blessure qui a dû le ralentir. Il a 35 ans, au moins 35 ou 36 ans. C'est dur, mais pour moi, ça aurait été quand même un joueur qui aura été un des visages de la franchise et sur lequel on s'est quand même bien marré à le regarder. Et il y a eu des équipes qui ont essayé d'imiter un petit peu le même prototype de joueur, ça n'a pas fonctionné. Moi, j'ai ces images de Tyson Hill, notamment la saison 2019, par exemple, tu vois, qui a été l'avant-dernière de Drew Brees, où tu le vois arriver, tu sais, t'as Drew Brees, t'as lui, t'as Kamara, t'as Michael Thomas. En fait, t'as tout le monde et tu vois les gens qui voient Tyson Hill arriver sur le terrain, enfin la défense en face, et tu les vois en train de paniquer, tu vois. Ça va Vraiment, partir sur qui, quoi? Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que lui va nous faire? Il va être à la réception, il va courir, c'est Kamara qui va courir, ça va être pour Michael Thomas. Et en fait, c'était fou, c'était fou. Et c'est vrai que c'était plus qu'un simple joueur de football, un tight end,
en quarterback. Enfin, c'était plus que ça. C'était vraiment une arme offensive inestimable. Bah, Tyson, Pour moi, nickel. c'est clairement, il a le statut de légende de la franchise. Hein. Il l'a acquis après, Il le avec mérite. cette saison. Il le mérite, il aura sa gold jacket du Saints Hall of Fame, ça c'est sûr à 100%. Et même s'il n'est pas éligible au Hall of Fame NFL, j'espère bien que la NFL a réclamé le maillot de Taysom sur ce match-là pour qu'il soit affiché dans le musée, parce que c'est un événement quand même, hein, un joueur qui fait milliard dans trois catégories différentes, c'est du jamais vu, c'est une grande première. Donc, il mérite d'avoir au moins son maillot dans le musée du Hall of Fame et j'espère que ça se fera. Messieurs, passons à la défense. Passons à la défense avec la défense des Jets, donc, qui a été auteur de 3 sacs. Un de Jamin Sherwood, un de Will McDonald et un de Jovan Briggs. On les avait cités comme étant les joueurs dangereux identifiés chez les Jets. Voilà, ça a été le cas. Et puis, il y a eu aussi ce fumble recouvert de Qantas Tigers, donc sur Tyson Hill. Globalement, la défense des Jets a quand même plutôt pas mal tenu en première période. Il faut aussi leur donner ça, parce qu'on n'en a pas parlé pour notre attaque qui n'a pas marqué de touchdown en première période, mais il y avait une bonne défense en face. Nous, de notre côté, notre défense, fait exceptionnel, et je pense qu'on s'en souviendra longtemps, parce qu'on ne se souvient pas de la dernière fois et on ne se souviendra pas de la prochaine fois. Je ne sais pas si ça arrivera encore une nouvelle fois, mais 8 sacs pour notre défense. 8 sacs avec un sac d'Alonte Taylor, 2 sacs de Big Cam Jordan, un sac de Nathan Shepard, un de Chris Rumph, un de Chase Young, un de Jonah Williams et un d'Isaiah Stalbird. En termes d'interception, on a une interception de Jonas Sanker, le ballon qui va droit sur lui et Sanker qui s'en donne à cœur joie. Alonte Taylor a 2 doigts d'intercepter un ballon aussi, mais il a fait une sorte de mouvement un peu goofy qui en a empêché. Voilà, c'est Alonte. Son cerveau a frit. Oui, non, mais vraiment, tu le vois sur l'action et tu le vois partir comme s'il avait chopé le ballon. Il partait comme s'il avait la balle dans les bras. Hein. C'était incroyablement con. Mais... Oh, pitié. Mais Jonas Sanker, une interception et 2 passes deflection. Donc, gros match de notre safety. Et puis, tu vois, par exemple, tu as des mecs qui, genre des Kool-Aid McKinstry, tout ça, qui n'ont pas vraiment de stats. Enfin, Kool-Aid a quelques plaquages, mais ils n'ont pas vraiment de stats, parce que finalement, ils ont bien gardé leur receveur. Globalement, encore une fois, on a eu le droit à une bonne défense. Aucun touchdown de concédé. Pour moi, les gars, faut se dire, apprécier Brandon Staley tant qu'il est encore coordinateur défensif, parce qu'avec ce genre de performance, il va vite retrouver un job de head coach. Si c'est pas l'année prochaine, ça sera la saison d'après. S'il continue dans cette veine, il faut savoir qu'on était la 30e défense l'année dernière en total yard. On est passé de 9e cette année. Donc, il y a une progression assez hallucinante, assez fulgurante. C'est franchement beau à voir. Ok, en face, c'était Brady Cook qui faisait son 2e match NFL, attention. Mais le plan de jeu était clair. Hein. C'était, tu joues souvent à 3 linebackers pour stopper Bryce Hall, et derrière, tu défies Brady Cook de lancer et de trouver tes corners. Ça a marché, il n'y a pas d'autre mot, et le pass rush a aussi été excellent. Malgré une O-line des Jets qui au début du match était pas mauvaise, la pression avait du mal à faire mouche, mais derrière tu as été face à un rookie qui avait beaucoup de mal et qui lâchait pas les ballons, qui mettait beaucoup de temps à lancer. Du coup tu as eu des coverage sacs aussi, et c'est ce qui fait que tu termines avec 8 sacs. C'est ça. Et en plus, on n'a pas débloqué leur compteur d'interception aux Jets, qui est quand même toujours à 0 interception. Et je m'étais dit, il a quand même un des mauvais côtés, on va dire, de Tyler Shough, c'est qu'il a quand même lancé un peu d'interception depuis qu'il est titulaire, et il y avait moyen qu'il fasse une petite inter. Après, elles sont pas toutes pour lui non plus. Elles sont pas toutes pour lui. Non, mais bien sûr. Mais c'est vrai qu'il en a lancé quelques-unes, mais après, ça reste un rookie. Mais non, après, on a encore eu une défense qui était quand même assez propre. Attention, on a Brian Brizzi qui s'est blessé, donc sur le moment, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il se tenait directement le genou. Le genou, il s'est déjà blessé au college. Et je me suis dit, c'est reparti sur des ligaments et ça va être chaud pour qu'il soit prêt en début d'année prochaine. Apparemment, c'est pas si grave, mais voilà, il faut faire attention.
Petit big up sur Cam Jordan qui fait quand même 2 sacs en back-to-back, ce qui est quand même assez incroyable, devant sa famille qui était au stade, qui était là, plus de 40 personnes dans le stade, dans les loges. Et il décroche un petit bonus de $800 000 avec C'est ses. ce que j'allais dire. Joyeux Noël pour Cam Jordan. Je Ouais, pense c'est que la dinde sera bien farcie, je sais pas, Mais mais ce qu'il faut dire, c'est que ça souvent, devrait aller à 800 000. avec son argent, il rend quand même plutôt bien la communauté. Il fait partie de ces Oui. joueurs qui donnent énormément d'argent Tous pour les jours, hôpitaux tous les à la jours, tous les Nouvelle-Orléans, mardis, il est pour à les l'école personnes. en visite avec les enfants Ouais. et tout. C'est impressionnant son investissement. Et d'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, Bébert, ça lui fait 8 sacs et demi cette saison et il passe en tout et pour tout sur dans le classement des plus grands saqueurs de l'histoire devant 2 ou 3 d'un seul coup Hall of Famer. Hein. Donc, Ouais, il y voilà. avait un petit package à chaque fois, je regardais un peu quand je faisais les questions, il y avait un petit package vers les 128, 129 et là d'un coup il rentre bien et il mérite sa place. Pardon? Il est 17e là, non? Je crois. Hein. Je crois que ça doit être à peu près ça et je pense quand même il mérite aussi sa place, enfin il mérite sa nomination dans quelques années au Hall of Fame juste aussi quand même pour ses combien? 15, 16, 17 ans? 15 ans en NFL. Donc c'est impressionnant. Et un autre vétéran qui a été encore impressionnant sur cette défense, on le dit, je crois, peut-être chaque semaine, parce qu'il est d'une constance incroyable. Mais je pense que c'est depuis qu'on l'a rencontré qu'il est d'une constance incroyable. Oui, Mais il n'y a pas de le lien est clair et sûr. Mais Demario Davis, il a encore fait un match qui était incroyable. Il nous fait des plaquages clutch, il fait des plaquages pour perte, il a des lectures qui sont incroyables. À un moment, quand je faisais le live tweet, je crois que j'ai dit à un moment, il joue comme s'il avait toujours 28 ans, ce type-là. Ouais. Il est d'une explosivité, d'une combativité. Il a 100%. Le mec, depuis le début de l'année, il doit être à 100% de snap, ou peut-être à 99,5% de snap. Même quand on joue avec un package avec un linebacker, c'est lui qui reste sur le terrain. Le mec est, j'allais dire increvable, mais ouais, c'est vraiment. J'allais faire une blague comme au Milborn avec la carte increvable, mais peut-être que les gens ils connaissent pas ce jeu-là, mais. Désolé pour la vieille ref. Mais on va le revoir l'année prochaine, c'est ça le pire. Et là, tu vois, le début de match, sur les 2-3 premiers drives offensifs des Jets, il y en a 2 qui clôturent à lui tout seul. Voilà. C'est trop fort. Et pareil, ce mec est snobé du Pro Bowl alors que c'est tous les jours. Un middle linebacker qui explose 99,9% des autres linebackers. Ouais, on est d'accord. Messieurs, on va parler un petit peu rookie. Jonas Sanker qui confirme sa bonne saison. Il a cette interception. Des fois, le ballon, tu sais, il va directement sur toi, mais en même temps, il faut être prêt à le réceptionner. Je sais pas comment dire, tu vois. Ils expliquaient derrière en conférence de presse que c'était une action qu'ils avaient identifiée chez les Jets. C'est un truc qu'ils avaient vu sur le film. Et Brandon Staley leur avait dit, si vous voyez tel look, Jonas, tu te mets là et c'est interception. Et bim, ça n'a pas loupé. Donc, très, très bon game planning de Brandon Staley et très bonne exécution de Jonas Sanker qui fait un très, très bon match, encore une fois. Et juste pour terminer, on a eu donc Aaron Glenn qui était face à nous, qui a failli être notre head coach cette année. Il tire une sacrée tête sur la sideline. Il a fait jouer jusqu'au bout son équipe et son attaque. Ils n'ont pas posé le genou à terre. Donc vraiment, même sur les 4 dernières secondes, ils ont joué le game. Enfin, excusez-moi, le snap. Donc voilà, un peu de... Je sais pas comment dire ça, mais on lui rend quand même les honneurs d'avoir voulu jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Bien sûr, et puis je pense qu'il est en train d'essayer d'inverser la culture de la loose chez les Jets. Il fait comme il peut avec l'effectif qu'il a et les joueurs qu'il a. C'est pas simple. J'ai trouvé la défense des Jets vraiment pas mauvaise sur la première mi-temps et chapeau à Chris Harris du coup qui a redonné du jus à la défense des Jets qui en manquait grandement. Je pense que c'était le bon move de la part d'Aaron Glenn. Je suis quand même étonné que lui étant coordonnateur défensif de base et entraîneur défensif, il appelle pas les jeux. J'étais surpris qu'il confie ça à Chris Harris, mais Chris Harris s'en est plutôt bien sorti sur la première mi-temps. Après, c'était bien plus compliqué quand même. Apparemment, il l'a toujours dit, ça, ce que j'écoutais dans le podcast des Jets. Il l'a toujours dit depuis qu'il y est en tant que head coach, qu'il appellerait jamais les plays défensifs. Okay. Parce qu'il est head coach et qu'il veut avoir une vision hélicoptère, en gros, et qu'il est là pour gérer les deux et pas pour se mettre la tête dans le playbook défensif.
et que c'est une sorte de dogme qu'il a chez lui que no way, il ira jamais sur les plays. Et peut-être que vu qu'il a vu que ça fonctionnait, par exemple, chez les Lions, tu vois, parce que Ouais. Campbell n'appelle pas les jeux, par exemple, Bien sûr. peut-être que ouais, il se dit que Mm. ça permet de développer des bons coordinateurs, en tout cas de leur laisser leur liberté pour que ça se passe bien. Et nous, on a la preuve actuellement avec Brandon Staley, par exemple. Bon, après ça, qu'on a un coach offensif, mais ouais. Mais tu parlais, excuse-moi, juste Elio, vous parliez la Brandon Staley qui risque d'avoir peut-être des gens enfin des franchises qui l'appellent, etc. Enfin, moi, j'espère vraiment le garder encore pour l'année prochaine et que L'année prochaine, oui, je pense. enfin, qu'il ait apprécié un peu enfin, ce qui est construit autour de l'équipe, du head coach, de la culture, de tout ça, et j'espère qu'on puisse le garder, et tu vois, refaire un peu un truc de bah non, ils restent parce qu'ils aiment bien la culture, ils aiment bien l'équipe, ils aiment bien ce qu'ils ont construit, et qu'ils veulent continuer parce qu'ils aiment bien ce qu'ils font. J'ai pas peur qu'il soit demandé comme head coach. J'ai peur qu'il soit demandé dans une meilleure équipe que nous, en tout cas une équipe qui a plus de potentiel comme coordinateur défensif. Tu vois, bah là, par exemple, quand tu vois les Ravens, ce qui se passe en défense, etc., ils ont quand même le matériel pour faire quelque chose. Voilà. Est-ce que c'est pas le genre d'équipe qui irait toquer pour aller le récupérer? Ouais, Et ça me fait peur. mais on n'est pas dans une équipe qui est... enfin, on est dans une dynamique qui est quand même assez incroyable. Oui. Et on n'est pas dans une équipe qui est cracra à 5-10 où c'est la loose et tout le monde a envie de se barrer. Et j'ai aussi cette C'est ça, impression que ça a l'air d'être un bon gars, tu vois, ça a l'air d'être quelqu'un qui est quand même plutôt fidèle et tout, et qui Ouais. rendrait bien. Ça a l'air d'être quelqu'un qui le rend bien cette année, donc je suis pas certain qu'il quitterait les Saints comme ça pour une autre opportunité, en Ouais. tout cas au bout d'une saison. On verra. Messieurs, passons aux équipes spéciales. Bel enchaînement, évidemment, parce qu'on a un kicker spécial, 5 field goals passés sur 6, 2 XP sur 2, 17 points en tout. Il a raté un field goal à plus de 60 yards, Charlie Smith, juste avant la mi-temps. C'était un petit peu vraiment histoire de. Mais en dehors de ça, il a tous passé. Voilà, moi je tire mon chapeau parce que la pression, elle était là. La pression, il était là. Il vient pas du football US. Ça fait 2 ans qu'il était chez nous, on l'attendait au tournant, c'était quand même compliqué de passer après Blake Groupie dans les conditions qu'il y a eu, notamment des field goals ratés de Groupie au Superdome, etc. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup d'attentes jusqu'à présent. Sincèrement, je me suis dit au bout d'un moment, tiens, à force d'en tirer, il va bien en louper un autre. Et en fait, non, serein le gars. Et ça passe pas ras au bord ou quoi, c'est vraiment droit au milieu entre les deux poteaux, quoi. Donc ça, plutôt pas mal. Et autre chose, messieurs, parce qu'on a pas trop accentué là-dessus. Enfin. On a passé une 4e et 1 sur un fake punt. Voilà. Ah là là. Avec Taysom. Avec Taysom. Ouais, Taysom qui la passe à la course. Juste, ça montre aussi un petit peu que voilà, Kellen Moore, il commence à devenir un peu coquille, un petit peu à se réveiller et à tenter des choses. Plutôt sympa. Moi, je l'avais demandé il y a quelques épisodes, j'étais toujours déçu de ne pas avoir de fake punt. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas vu un. Ouais. On avait encore Taysom pour le faire. Là, il l'a fait à la course parce que je crois qu'une fois, il l'avait fait à la passe. Et oui, c'est clairement dans ce genre de match où on n'a plus grand-chose à perdre ni grand-chose à gagner. Il y a une 4e et 1. Je crois que c'était plus ou moins sur nos 40 yards. Donc, c'est clairement à l'endroit où il faut faire ce genre de jeu. Et ça passe, tant mieux. Il peut mettre une petite coche sur son playbook en disant bon, ça a marché à tel endroit et on se le met de côté au chaud et on verra dans quelques années pour pouvoir le ressortir. Mais ouais, ça fait plaisir. Messieurs, passons au top et au flop. Et on va démarrer avec les tops. Qui est prêt cette fois-ci? John, t'es prêt cette fois-ci? Allez, je ne céderai pas à la pression et le harcèlement que j'ai eu. Ah bah toi aussi. Oui, tout le monde. idem. Je ne céderai pas à la pression d'un certain auditeur pour nommer Taysom Hill top du match, même s'il le mérite. Moi, j'ai juste apprécié le match de la paire de papy de 36 ans. Les deux, hein, Cam Jordan et de Mario Davis. Je pense que, comme le disait souvent le commentateur durant le match, je pense qu'il n'y a aucune paire dans l'histoire de la NFL qui performe comme ça encore à 36 ans. En défense franchement ils ont fait un très bon match et ça fait toujours plaisir, surtout quand tu vois
Quand tu es à aller peut-être à quelques matchs de la retraite, tu sais pas si tu reviens l'année prochaine, il y a la famille dans le stade, tu es en train de te dire, bah, c'est la fin d'une ère, on a tous nos vétérans de l'ère Drew Brees qui sont en train de partir et on va refermer à jamais ce chapitre. Ça fait un petit quelque chose et j'ai vraiment apprécié. Bébert pour toi. Idem, je ne céderai pas à la pression et en plus j'ai été un peu critique pendant le match de Taysom parce qu'il nous a fait quand même quelques cagades qui étaient un peu cracra, aussi bien à la réception, à la course qui était dégueulasse. Il nous a raté une 4e et 1 qui était quand même aussi honteuse. Donc je ne mettrai pas en top, je suis désolé. Je mettrai Kellen Moore en top. Je sais que j'ai parfois été un peu dur avec Kellen Moore, ou pas dur, ou méfiant sur son head coaching. Et là, alors surtout sur sa deuxième mi-temps, je trouve qu'il a été vraiment juste sur son head coaching. Et j'aime bien ce qu'on commence à voir, les jeux qu'on commence à voir, la logique dans ses jeux, la logique de ce qu'il est en train de faire, la tendance qu'il est en train de mettre en place. Et ça me fait plutôt plaisir. Et j'espère qu'on aura cette dynamique jusqu'à la fin de la saison et qu'on redémarrera sur cette dynamique en saison prochaine. Et je trouve que son game management a été très bon et l'utilisation des temps morts est C'est bien ça. été faite ce match-là. Enfin, vraiment, Il rien n'y a à pas eu redire. de couac, il n'y a pas eu de choses un peu bizarres de head coach rookie qui panique sur un truc, qui prend un time-out pas voulu, enfin pas nécessaire, etc. Donc Et- pour le coup, là, je lui tire mon chapeau. Et pour compléter ton top, j'invite tous les auditeurs à aller écouter The Set, le podcast de Teron Armstead qui recevait Alvin Kamara du coup cette semaine. Et Alvin Kamara parle ouvertement de Kellen Moore. Il en fait les louanges. Il y a une comparaison avec Sean Payton dans le côté un peu génie offensif. Offensive mind, comme Kamara le dit si bien, que c'est deux personnalités totalement différentes, mais qui croient en Kellen Moore dans le sens où c'est quelqu'un de vachement ouvert à la critique, il implique vachement les joueurs, il s'assure que tout le monde soit intégré, soit à l'aise avec l'attaque, que les joueurs peuvent aller dans son bureau et discuter avec lui, etc., sur pas mal de choses. Et c'est un peu, comme dans le monde du boulot aujourd'hui, hein, le management 2.0. C'est un peu le coaching 2.0 en NFL où les vieux de la vieille qui gueulent et qui laissent pas la place aux joueurs, etc., et qui te disent c'est comme ça et pas autrement, ça marche de moins en moins et c'est plus ce genre de personnes qui arrivent à fédérer la jeunesse et investir. Et toi, Elio? Très bien dit sur Kellen Moore, les gars. Moi, j'hésitais avec Chris Olave, évidemment, hein, 2 touchdowns à lui, enfin très clutch. Il a failli avoir une sorte de fumble, ne l'oublions pas. En dehors de ça, il fait un énorme match et ça fait du bien de le voir autant en forme. Il a marqué en tout, à lui tout seul, 12 points. Donc sur 29 points, tu fais 29 moins 12, excusez-moi, ça te fait 17 points. Les 17 points restants, ils ont été marqués par une seule et même personne, Charlie Smith. Ouais. Voilà. Et moi, mon top, c'est Charlie Smith. Sincèrement, encore une fois, je suis juste subjugué par la pression qu'il arrive à gérer, par le fait que il y a tous ces field goal pass, toutes ces XP pass, parce qu'on a aussi des kickers en NFL qui ne savent pas rentrer les XP. Voilà, à lui tout seul, il a marqué plus de la moitié des points de l'équipe dimanche soir. Au niveau des flops, messieurs, Bébert, est-ce que tu as un flop? J'avais un flop. Est-ce que c'est réellement un flop? C'est plutôt un fait de match aussi, où je me souviens pendant le live tweet, j'avais fait la réflexion en me disant c'est quand même une stratégie de merde de faire les kick-offs et de les envoyer toujours en red zone. Pendant tout le match, on a tout envoyé en red zone et pas entre les 5 et 10 yards pour permettre au receveur au réceptionneur d'essayer de remonter la balle. Et pendant le live tweet, j'ai pu discuter avec New York Jets France et il m'expliquait que ils ont 2 très bons retourneurs et ça doit être une des techniques. Enfin, ils ont un bon retourneur. Je lui dis mais autant viser l'autre. Et il m'a dit mais les 2 sont très bons. Donc j'ai fait ok, c'est peut-être pour ça alors qu'on envoie directement en red zone et on s'assure de renvoyer la balle et qui redémarre aux 35 yards. Mais c'est vrai que 35 yards, ça fait vraiment déjà très proche de la ligne médiane.
Et je me dis pourquoi pas essayer de parier et de les bloquer à 20-25 yards. Bon, apparemment, c'était peut-être Voulu. une stratégie voulue. Je trouvais que ça n'envoyait pas forcément le bon message à ta special team en disant on n'a pas trop confiance en vous sur les Gunners pour aller plaquer très rapidement le retourneur, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que d'envoyer directement en red zone, je trouve pas ça terrible. Il démarre vraiment de très haut en fait. Mais après, c'est les Jets, donc ils avançaient pas très bien, donc ça allait. La balle perdue, ça y est, voilà. Merci Peter. John, pour toi, ton flop. Moi, je vais dire Dante Pettis parce que je l'ai pas trouvé bon dans les retours de kick-off, de punt. Il y a un moment où il oublie de faire le signal du fair catch et il se prend un tampon énorme. Éclaté. Il aurait pu se faire très mal et perdre la balle aussi via ce tacle. Je ne l'ai pas trouvé bon dans ses retours, je ne l'ai pas trouvé bon dans les quelques snaps qu'il a eu en attaque. Il y a un moment où tu as Shock qui lance une passe entre Dante Pettis et Austin Jr. Tu as l'impression que les deux receveurs ne savaient pas quel tracé il fallait courir. Enfin, je l'ai trouvé nul en fait. Je suis désolé. Hein. Je l'ai trouvé nul. Et du coup, bisous à Doc parce qu'il nous a pondu ce jingle. Nul, sale nul, espèce de maïs. Espèce de maïs. Oh là là là. Magnifique. Pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est le Snapchatter Mohamed Eni, quand il casse ses télés, notamment après, pendant des années après les matchs de l'OM, il y avait de quoi le comprendre. Hein, voilà. Mais en l'occurrence, oui, c'est un jingle qu'on pourra réutiliser tout de même. Enfin, j'espère de moins en moins, mais il nous aurait fait du bien en début de saison. Eh ben moi, mon flop, messieurs, le flop, il s'oriente pas vers les Saints. Mon flop, c'est les Jets. Alors, c'est pas pour être méchant, pour enfoncer. La balle perdue. C'est pour ça, quand tu l'as dit tout à l'heure, je me suis dit... Ça sert le jingle ou pas, du coup? Vas-y. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul, espèce de maïs. Non, les Jets, tout simplement parce qu'en fait, ça fait partie de ces équipes de NFL qui font mal à la NFL. Je suis désolé de dire ça, mais non, mais c'est vrai. En fait, la violence. ça fait. Non, mais on peut. C'est toujours construit avec les fesses, j'ai l'impression, et même quand c'est censé être bien et bien se passer. Alors, il y a eu l'histoire avec Rodgers qui se blesse dès le premier match, etc. Mais avec le supporting cast que tu lui avais mis, tu aurais pu faire quelque chose avec un quarterback remplaçant au moins correct. En fait, il n'y a rien. Chaque année, il n'y a rien. Il y a des décisions ultra bizarres du board. Je pense que les amis de Jets France sont à peu près en accord avec ça. Là, on a vu une équipe qui, à part un petit peu la défense en première mi-temps, ne voulait pas se battre, même si tu as un quarterback rookie, undrafted free agent. Enfin, il n'y avait rien. Et j'ai l'impression que Aaron Glenn, il est en train de subir juste d'être chez les Jets, en fait. Je pense que quoi que tu fasses en tant que coach là-bas, t'as aucun pouvoir. Je sais pas, avec les joueurs ou avec le board. Le board est nul, leur owner est nul, et ça fait des années que c'est comme ça. Et en fait, pour moi, c'est des équipes qui font mal à la NFL, notamment quand tu es dans une division où tu as vu les Bills renaître de leurs cendres après des années de disette, où tu vois que les Patriots, mine de rien, après Bill Belichick, ils ont réussi à plutôt bien gérer. Boum. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, tu vois. Et en fait, tous les exemples, ils sont là. Tu as plein d'équipes qui arrivent à renaître, et tu as des équipes comme les Jets, comme d'autres que je ne citerai pas, dont une à Cleveland, qui font toujours tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, tu vois, c'est le genre de match. C'est vrai qu'on a été content de la victoire, on en est content, mais quand tu arrives, est-ce que vous étiez excité par ce match face aux Jets dès le début de la saison même? Pas forcément. Non. Voilà. Et puis même à la fin du match, là, peut-être que le ton est plutôt bon, etc. Mais on se dit, on l'a gagné, mais c'était pas non plus incroyable. C'est les fameuses victoires qui sont un peu dures, mais c'est une victoire. C'est bien dans la tendance globale de la saison et que ça marche pour la dynamique. Mais c'est pas là-dessus qu'on est en train de se dire, on est les meilleurs du monde. C'est ça, et je trouve ça dommage, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas contre les Jets, enfin c'est pas contre les Jets, c'est pas contre les fans des Jets, c'est contre les Jets. Voilà. Messieurs, direction la preview face à une autre équipe en difficulté, c'est parti.
It's on! 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 Let's go! 1, 2, 3! Et oui, match face aux Tennessee Titans ce week-end, donc du côté de Nashville. Dimanche à 19h, si je dis pas de bêtises sur l'horaire. C'est ça. De toute manière, tu peux pas mettre ce match à une autre horaire, on va dire ça comme ça. Ok. Les Titans qui sont eux aussi dans la course pour être dans les premiers à drafter cette année avec 5 victoires pour... Alors non, excusez-moi, on va faire le bilan de l'année dernière déjà. 5 victoires pour 12 défaites en 2024, troisième en AFC East. Là, en début de saison, Brian Callahan, après 5 défaites, si je dis pas de bêtises, leur head coach a été viré. Il a été remplacé par Mike McCoy, qui était un ancien QB coach et coordinateur offensif dans plein d'équipes NFL. Il a été head coach des Chargers aussi à un moment. Là, cette année, il était offensive senior assistant chez les Titans. Bref, ils l'ont sélectionné pour le reste de la saison. Au niveau des autres départs pour Tennessee, Kenneth Murray, le linebacker, qui avait failli être drafté chez nous à l'époque. Mason Rudolph, le quarterback. Dylan Raduns, qui est donc chez nous, leur ancien guard, et qui est titulaire donc désormais, qui jouera face à son ancienne équipe. Chidobe Awuzie, le cornerback. Justin Hardy, le cornerback, juste pour l'histoire. C'est normal de dire Justin Hardy, messieurs. Oui. Et Roger McCreary aussi, ils ont perdu beaucoup de cornerbacks. En termes d'arrivée, il y a Van Jefferson, le receveur, Kevin Zeitler, le guard qui a fait 10 000 équipes NFL aussi, alors que c'était un très bon guard à l'époque. Oli Udoh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Mais Bébert, t'es toujours plus grand que lui quand même en termes de taille. Je me suis rendu compte de ces bonnes blagues Oui. quand tu parlais de lui. Non, mais pas ça. Oh. Jalen Armour Davis, le cornerback, et KR Lam, l'ancien cornerback de Florida, et premier tour des Buffalo Bills. Messieurs, au niveau de la draft, ils ont sélectionné en numéro 1 l'année dernière. Ils ont donc pris Cam Ward, dont on parlait plus tôt dans l'épisode, le quarterback de Miami. Et puis après, je regarde les joueurs qui sont un peu impactants cette année. Quatrième tour, ils ont récupéré Chimere Dike, le receveur de Florida, et Elick Ayomanor, le receveur canadien de Stanford, qui font partie des meilleurs receveurs de leur escouade. Cette année, ils sont à 3 victoires pour 12 défaites et dernier d'AFC South. Ils ont deuxième pire bilan de la ligue, ex-aequo avec les Jets, les Browns et les Cardinals. Ils ont gagné face aux Chiefs la semaine dernière, donc les Chiefs qui jouaient sans Patrick Mahomes et qui étaient éliminés des playoffs. Les Browns sans Gardner Minshew qui s'est blessé au cours du match aussi. Ouais. Oui, c'est vrai. Ils ont joué avec un quarterback qui était à South Dakota ou je sais pas quoi, un truc comme ça, ou North Dakota, bref. Voilà. Voilà. Ils ont battu John en quarterback, quoi. Les Browns et les Cardinals donc en victoire, et puis après ils ont perdu face à plein d'équipes. Pour rappel, j'étais à une de leurs défaites d'ailleurs à domicile face aux Texans, donc j'ai pu C'est voir. vrai que tu les as vus cette année. Voilà. Grand match d'ailleurs. Très grand match. Je me régale en regardant la NFL cette année entre les Texans et les Saints. Wow. Messieurs, qu'est-ce que vous voyez, vous qu'est-ce que vous identifiez comme point fort et point faible de cette équipe? Tu vas, John? Ouais, je vais pas mentir, hein, j'ai regardé aucun match des Titans cette année parce que ça me fait pas rêver. Contrairement à Elio. Et puis même, j'ai envie de te dire, même quand tu avais Vrabel qui était là-bas et que ça tournait bien, c'est pas une équipe qui me faisait rêver. Évidemment, non, je regardais un peu 2-3 matchs parce que tu avais un AI, que ça tournait bien, etc. Mais ça n'a jamais été l'équipe qui vendait du rêve. C'est un peu la franchise dont tout le monde s'en fout en fait. C'est un peu ça. Hein. Désolé de dire ça, hein, désolé à GG du front office, mais Ouais. c'est un peu la franchise dont tout le monde s'en tape, mais vraiment. Et mais bon, écoute, ça, c'est sur une énième reconstruction. Je pense qu'ils ont mal fait les choses avec l'arrivée d'un nouveau GM cette année, mais qui est reparti avec Callahan en début de saison, alors que tout le monde le voyait dehors. Enfin, ils ont commencé une reconstruction à l'envers, je trouve. Tu as quand même la sélection de Cam Ward qui était sur le papier, je dis bien sur le papier, le meilleur quarterback de cette QV, mais qui reste un quarterback très brut, qu'il faut vraiment polir. Il a quand même des qualités, mais on est loin d'un QB NFL ready encore, même avec plusieurs matchs sous la ceinture. T'as quelques bons joueurs. T'as toujours Anthony Pollard qui est pas loin des milliards.
Jeffrey Simons, qui est toujours, Qui est d'ailleurs pro bowler. voilà, qui cette est année. toujours le joueur qu'il est. En fait, je sais pas comment prendre ce match. Tu te dis que c'est une des équipes les plus nulles de la ligue, mais qui sont capables de faire chier aussi et de scorer. Donc, c'est un peu difficile de prendre ce match-là. En fait, il y a deux choses. Cam Ward, il s'est à peu près improvisé, notamment à la course. On a du mal face au QB qui court. Tony Pollard. Non, pas tant que ça. Hein. Je suis désolé, je suis pas d'accord sur ça, mais ok, vas-y, Elio. Moi, alors, dès qu'ils prennent les extérieurs et tout, c'est toujours un problème d'extérieur. J'ai regardé, il a que 3 matchs entre 20 et 40 yards, le reste c'est 3 yards à la course. Ouais, mais on s'en est pris quelques first down à la course. Hein. Oui, mais Dans les non, mais quarterbacks. lui, Cam Ward, dans toute sa oui. saison, il a Ah que oui, 3 oui. matchs entre 20 et 40 yards Ah à oui, la oui, course, oui. et le reste, ça reste anecdotique en termes de prise de décision et de sortir de la poche. Ah oui, non, C'est mais ça que je voulais dire. Je suis pas laisse-moi leur d'accord. trouver laisse-moi leur trouver au moins des points forts. Pardon. Non, Je voulais démonter le truc de il prend la course, mais après il est jeune, donc je pense qu'on peut avoir du mal sur ce côté En fait, sortir de la poche et faire autre chose. ce qu'il fait, c'est qu'il est beaucoup dans l'impro. En fait, il n'a pas de O-line littéralement, donc il est tout le temps en train d'essayer de cavaler, etc. Mais des fois, il recule beaucoup en cavalant Ah et oui. il se fait saquer. Et donc ça, c'est sûr qu'en termes de stats, c'est vraiment pas terrible. Nous, bon, s'il arrive à passer, les seuls trucs qui nous font souvent, régulièrement, qui sont embêtants pour nous en défense, c'est quand même QB mobile et running back avec les courses extérieures. Ils ont Tony Pollard qui fait quand même un très beau boulot malgré la O-line nulle chez eux, malgré tout ce qui se passe. Moi, c'est plutôt Tony Pollard qui me fait le plus peur par rapport oui. à notre défense à la course qui est parfois un peu permissive. Et ben voilà. Et puis ouais, et je reviens quand même sur le joueur Jeffrey Simons. Alors, faut l'identifier, faut le stopper avec notre line de quatrième stringers. Mais ce type, c'est vraiment, moi, j'ai toujours été fan de ce joueur. Pourtant, comme tu le disais, Jones, les Titans, j'en ai littéralement rien à péter. Mais Jeffrey Simons, c'est un mec qui, dans une équipe nulle, est toujours le mec. Ouais. Il n'y a rien à dire. Voilà, il est trop fort. Est-ce qu'on fait les pronos? Ouais, Bébert, vas-y. Juste sur le niveau d'intérêt de cette franchise, après, je veux pas taper sur l'ambulance, mais quand tu vois que tu as Cam Ward qui est le first pick de l'année dernière, qui est un QB, et le peu de pression et le peu d'intérêt médiatique qu'il y a autour de ce joueur, alors que c'est un premier tour et que c'est un first pick et que c'est un QB et qui fait pas grand-chose et que tout le monde pourrait lui tomber dessus, et il y a une sorte d'indifférence générale parce que c'est à l'air d'être les Titans. Oui, ça reste un peu plus marché. Oui, et voilà. Mais je trouve ça assez dingue. Enfin, c'est quand même assez. C'est pas Los Angeles, c'est pas New York, c'est pas New pas. York, machin, alors que n'importe quelle autre marché. franchise, Green Bay, même une petite équipe comme Green Bay, mais qui est historiquement très connue, ça aurait fait tout un pataquès en disant c'est un gros bust, c'est un nu. Enfin voilà, direct le mot bust aurait été mis dès le début au bout de 4 semaines, quoi. Et que là, c'est une sorte d'indifférence de joueurs. Tant mieux pour lui, il peut peut-être développer, quoi. C'est une question de marché. Le marché local, il est particulier parce que il y a plus loin à Knoxville, la grosse université de Tennessee. On est dans le sud des États-Unis, enfin ce qui est considéré comme le sud, même si ce n'est pas exactement. Tu as le college football qui prend énormément de place dans l'État. Les Titans, ils ont un stade vétuste, ils n'ont pas fait rêver depuis très longtemps. Ouais. À côté, tu as une équipe de hockey qui est limite plus populaire que les Titans en ville. J'étais assez surpris, mais tu as alors cette année, c'est un peu en difficulté, mais tu as une équipe qui est plutôt bonne depuis qu'elle est là et qui prend quand même pas mal de place en ville. Et il y a même un intérêt maintenant pour le soccer, pour le Nashville FC, si je dis pas de bêtises. Enfin voilà, j'étais surpris en tout cas de voir que les Titans n'avaient pas beaucoup de place, mine de rien, chez eux. Et ça doit tourner autour de ça. Comme tu l'as dit, Bertrand, tu as des franchises historiques qui passionnent et sur qui on va beaucoup parler. Et d'autres comme les Titans qui ont, malgré un first pick, même, tu vois, s'en fichaient. Ils avaient le first pick l'année dernière. Ok, ouais, ils ont pris Cam Ward. Ok, suivant, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Next. Ouais. Bref, mais c'est pas pour tirer sur l'ambulance comme l'a dit Bébert. On a un peu tiré au final, mais voilà. Mais on voulait pas. Bon, messieurs, les pronos, Bébert, allez. C'est parti pour les pronos. Magnifique. Je l'assume. Je m'en lasse pas.
Moi non plus, finalement. Petit retour sur les pronos. Donc, la semaine dernière, nous étions tous les 4 à avoir pronostiqué une victoire. Toujours personne sur le prono exact. On est tous. Il y en a semaine après semaine, Ça passe ça pas loin. tourne autour, c'est pas loin. Il y a eu un 27-7 sur Elio, 24-10. Enfin, voilà, ça. Ouais. Et bref. Donc, au final, on se retrouve toujours avec Alexis à 37 points. Je suis juste au-dessus à 38. John à 40 et Elio à 45 tout seul. Oh là là. Il y a une honte, C'est honteux. le disons-nous. C'est On honteux. peut se le dire. Bref. Pour les pronos, Elio, que nous dis-tu contre. Ouais, bah, La saison n'est pas King, finie, Elio. King of the prono. Voilà, Eh bien, ça sera un bon 21-13 pour mes Saints. d'accord. Avec une victoire. John, 27-17. Je pense qu'on va prendre un peu plus de points. d'accord. Mais on gagne. Mais on gagne. Très bien. J'ai Alexis, je vais lui dire après, je vais pas rallumer mon téléphone. Je vais mettre aussi une victoire 33-17. T'as oublié qu'on joue avec Kevin Austin Jr. Ouais, Et John. et moi, voilà. mais on a J'en encore fais- Tyson. je fais sur Peut-être le que 33-17. Et Alexis nous a dit un joli 24-9 aussi pour les Saints avec une victoire. Donc on est tous les deux, tous les 4 sur Tu vois un 4 à la suite. Ce serait beau. Et j'hésitais quand même. Hein. Le 4 à la suite, j'y crois, mais je me dis, il y a peut-être moyen que c'est à l'extérieur qu'on perde ce match et que tu vois, on s'enflamme un peu trop sur 3 Ouais, victoires peut-être. d'affilée et qu'on retourne un peu sur Un terre. petit relâchement et une équipe qu'on veut et qui ont une dynamique après une victoire contre Ouais, contre les Chiefs qui, eux, ont clairement lâché, on peut le dire. Ouais. Mais après, ouais. Moi, après, personnellement, j'y crois à cette fin de saison un peu folle et se terminer sur des victoires d'affilée, quoi. Allez. Quand tu vois le match des Falcons ce week-end et le fait qu'en plus, nous, la motivation pour les Falcons, ce sera pareil Ouais. aussi, hein, mais c'est de Ouais. les battre. Franchement, ouais, c'est pas impossible. Hein. Il y a un monde où ça existe. Ouais. Le match contre les Falcons, il va être chaud, forcément. Je vais être chaud. Mais ouais, ça peut être sympa. Passons aux questions, messieurs. Allez. Allez, soyons chauds. Alors, il y a eu beaucoup de records ce week-end, mais je sens certains qui ont dû réviser sur les records. Non. Même pas, franchement, rien du Même tout. pas. Première question. Nous avons Olavé qui a battu un record, qui a atteint des records ce week-end, qui est donc le 90 réceptions en une saison. Combien d'autres joueurs ont passé la barre des 90 réceptions en une saison sous le maillot des Saints? Combien de joueurs ont passé la barre des 90? T'as vu passer ça où? Twitter. Ok. Elio 6. Moi, je vais dire 4. Oui, c'est une bonne réponse pour John. Dis donc. Oh là là. Allez. Bon. Allez pour toi la couronne. Merci. Il y a un point supplémentaire si vous me donnez les 4 noms des 4 autres Ah la personnes. vache. Donc Chris Olave. Attends. Pardon. Vous avez le droit chacun à donner les 4 noms des joueurs. Mais si John, tu les donnes en premier, bon voilà. Vas-y. Chris Olave. En plus. Alors attends, c'est 4 en en plus de Chris Olave, donc ça fait 5 joueurs. Et voilà. Donc Michael Thomas. Oui. Marcus Colston. Ok. Jimmy Horn. Ok. Et putain, c'est dur. Je sais pas. À mon avis, ça va être un. Vu ta tête, peut-être Jimmy Graham. Mais j'ai du mal à y croire pour un tight end. Non, c'est peut-être plus vieux que ça. Moi, c'est exactement la liste que j'aurais. Désolé, Elio, c'est une bonne réponse. Joueur pour joueur, c'est ouais. Michael Thomas, Jimmy Graham, Marcus Colston et Horn.
Mais tu vois, Allez. ça met bien en valeur le fait qu'on ait quand même une franchise, malgré le fait qu'on date des années 60. Pendant ultra longtemps, on a été une franchise horrible, hein. Ouais. Oui, Et donc on a parce été que dur, j'ai été dur avec Oui. les Jets tout à l'heure, mais les Saints ont fait mal à la NFL pendant longtemps. c'est quand même Oui. des joueurs qu'on a connus, quoi, quasiment. Oui, Oui. oui. Peut-être Horn sur la fin pour certains, Ouais. etc. Mais c'est des joueurs, on va dire, Pas assez récent. Ouais, assez récents. Mhm. Très bien, bravo John. Merci. Ouais, bravo. Deuxième question. J'ai essayé de faire un petit peu différent cette fois-ci. Je vais faire un qui suis-je? Question Ah, Ah. Voilà. on s'inspire du front office. Ouais, faut pas le dire trop fort. Je pompe les. Les game zones. Donc là, je vous donner une petite description. Si vous avez le nom, vous me le dites. Et voilà. Vous avez le droit de parler quand vous voulez. Je suis débile. Allons Tatum. Pardon. Donc je vais démarrer. Qui suis-je? Donc je suis né dans l'État de New York le 30 mars 2000. Je mesure 1m88 et pèse 91 kg. Cette année, sous le maillot des Saints, je ne réalise que 51 yards à la réception. Oh. Je suis passé par l'université de Notre-Dame. Je suis Kevin Austin. Oh, bravo Elio. Eh, bravo. Merci. Je pensais que ça allait être John vu que c'était son joueur préféré. Oui. Non, mais lui, il prend J'étais juste. peur. Non. C'est le Notre-Dame. C'est le Notre-Dame qui t'a fait. Je l'avais, c'est le Notre-Dame qui a fait briller Elio, et moi je me disais Ouais. 51 yards, mais il en a fait 33 la semaine dernière. Il a été nul ce match-là, il sort d'où les autres yards? Je pensais, non, mais je pensais également à lui juste avant que tu dises Notre-Dame. Et quand tu as commencé à ouvrir la bouche et à parler Ouais. d'équipe universitaire, je me suis dit, oh là, normalement, il me donne la réponse. J'ai hésité à dire d'abord, je suis d'abord passé par le practice squad et je voulais mettre l'indice du Notre-Dame en dernier et j'ai hésité et bon, voilà. Bon, ça a fini par 1 point pour Elio, 2 points pour John. Bravo à vous. Je te redonne la 0 main. pour Alexis. Et ça fait Et ça plaisir. fait Voilà. plaisir. Les absents ont toujours tort. J'espère que ça vous aura plu, ce petit changement de question. Ouais, C'est bien. très bien. Prochain joueur que nous fera deviner, Nathan Shepard. Bon. Passons, désolé, on a tardé, passons aux questions-réponses cette fois-ci, messieurs. C'est parti. Be quiet, I'm answering the question. Be quiet. You asked a question, I'm answering it. You can let me finish? Next question. Next smart question. Et on démarre la question-réponse avec Hervé, avec Weber qui nous dit « Salut l'équipe, une nouvelle fois, pas de questions, juste je souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toute la Hooded Nation et qu'on se retrouve tous en 2026, peut-être au Stade de France ou ailleurs, qui sait ?» Très bonne année à toi Hervé dans un premier temps, merci pour ton message très cool. Merci. Et surtout très bonne année à tous les auditeurs. Alors normalement, vous allez quand même nous entendre une dernière fois avant. Mais si ce n'est pas le cas, on vous souhaite une très très bonne année et surtout, avant tout, un joyeux Noël, des bonnes fêtes. C'est ça. Profitez fête à bien, que tous. ce soit en famille, que ce soit seul, il n'y a pas de mauvaise façon de célébrer ça, vraiment. Donc, En écoutant le French Quarter podcast, plutôt que l'oncle raciste bourré. Et si on veut faire un petit point sur le 2026 Stade de France, perso, on n'a aucune nouvelle. Et Ouais, je pense quand ils avaient donné des nouvelles, ils avaient dit ils ont 2 semaines pour faire quelque chose. Ça fait déjà 6 semaines que ça faisait 2 semaines. Alors, pas de nouvelles, mais ça veut pas dire que c'est annulé, mais bon, je sais pas quoi en penser en fait. Ouais, je sais pas. On aurait eu on aurait eu, même par les insiders, ils sont tellement friands de ce genre d'infos, dès qu'il y a des matchs à l'étranger, etc. Ils sont les premiers au courant, donc on aurait eu quelque chose quand même. Je pense que là, ça s'oriente vers 2027. Mais des fois, il vaut mieux plus de temps pour mieux se préparer. Et surtout économiser de l'argent, parce qu'à mon avis, les gars, attention. Ça va douiller. Ils ont annoncé d'autres matchs en plus entre deux à l'étranger, genre à Munich ou un truc comme ça, je crois. Bien vol. Chris Aor qui nous dit « Bonjour la team. Avec ce qu'on a vu depuis que Choc est QB1 et s'il fallait refaire la saison avec lui en QB1 depuis la Week 1, combien de matchs vous pensez qu'on aurait pu gagner en plus? Merci pour ce podcast et bonne fête à toute l'équipe. Bonne fête à toi, Chris Aor. Merci beaucoup. Messieurs? Pour moi, la réécriture est difficile parce que dans le sens où tu le fais démarrer plus tôt, qui te dit qu'il a le développement qu'il a actuel et qui lui permet de performer comme il performe actuellement.
Lui-même l'a dit hein, en interview durant la semaine, je crois, avant ce match-là, que ce qui lui avait permis de progresser, c'était de passer par les scout teams et justement s'entraîner face à la défense titulaire chaque semaine. Et c'est ce qui l'a aidé à opérer cette attaque comme il l'opère aujourd'hui. Je pense qu'en pré-saison, on l'a clairement vu, il n'y avait pas de quarterback qui se démarquait entre Rattler et lui. C'est parce qu'il était clairement pas prêt à prendre ce poste. Aujourd'hui, il l'est et je pense que Kellen Moore a fait le bon choix, même si on a tué une saison, même si voilà, il n'y aura pas de titre cette année, pas de playoff. C'était la bonne chose à faire et si tu veux rentrer dans de la football fiction, peut-être qu'on aurait une ou deux victoires de plus, mais je vois pas beaucoup plus en fait. Ouais, c'est ça. Je prends une ou deux en plus. Mais rien à rajouter. Ouais, totalement. Johan, qu'on salue, qui nous dit: Salut la team, à quelques matchs de la fin de la saison régulière, est-il déjà possible de nous citer quelques noms de prospects à suivre ainsi que leur position pour notre prochaine draft? Merci beaucoup et bonne fête de fin d'année à tous, team et autres auditeurs. Et il y a Souriceau également qu'on salue qui nous demande en même temps: voyez quel poste en premier tour de draft? Messieurs, on s'éloigne de la première place, on s'éloigne du top 5 en fait, on n'y est même Ouais. plus. Moi, tu vois, dans la range qu'on va tomber, il y a évidemment Carnell Tate dans les receveurs que j'aimerais, mais tu en as deux ou trois qui tomberaient aussi dans ce niveau-là. Il y a le safety d'Ohio State aussi, dont j'ai oublié le nom, Caleb Downs, qui est excellent et qui ferait beaucoup de bien à la défense. Je pense que ça sera trop tard pour choper Bain ou Reese en tant qu'edge. Donc pour moi, premier tour, tu vas BPA, idéalement receveur. Il peut y avoir un corner qui tombe par là aussi. Mais voilà, tu as le corner, tu as Mansour Delane de LSU qui fait une excellente saison et qui pourrait devenir un futur cornerback 1. Il y a quand même pas mal de joueurs intéressants dans le range où on tombera et quoi qu'il arrive, on tombera sur un bon joueur. Ouais, je pense aussi c'est un peu compliqué, c'est quand même assez compliqué de se louper à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les dernières drafts des Saints nous l'ont prouvé. Hein, les choix Fuaga puis Calvin Banks, on ne s'est pas loupé. Voilà, même si Fuaga, là, il y a des choses qui commencent peut-être à être dites, mais en tout cas, c'est quand même très difficile de se tromper à ce niveau-là. Et il y a une foulitude de edge encore à cette draft, j'ai l'impression. Et je trouve que sur le poste de edge, c'est un peu toujours pile ou face. On l'a vu aussi l'année dernière, beaucoup de edge, de defensive end, outside linebacker, etc., qui sont draftés. Et tu sais très bien que pour développer ce genre de joueurs, c'est pas en année 1 qu'ils sont ultra décisifs. Et parfois, ça fait vite des busts. Et souvent, et en plus chez nous, on a eu pas mal de busts en defensive end premier tour. Et aller direct sur un defensive end qui a l'air bon, je trouve qu'il y a plus de risques que d'aller prendre un wide receiver ou un corner qui est très bon. C'est mon point de vue. Oui. Ouais. Très bien. En tout cas, BPA, c'est tout. Ouais. Oui. Bully qui nous dit: Salut l'équipe, Olave plus efficace ces derniers matchs. Vélé est un potentiel pick de receveur est un potentiel pick de wide receiver à la draft. Lui ont mis un petit coup de pression. Alors je pense pas que ce soit Vélé parce que Vélé il n'a pas été décisif tout de suite. Hein. Moi je pense déjà de 1, il a vraiment commencé à se libérer quand il a eu Tyler Shock qui vraiment lui a fait confiance, lui a montré. C'est vrai que la connexion est assez belle. Je pense aussi que Kellen Moore, c'est mieux l'utiliser. Il ne faut pas se mentir. Contrairement, déjà, il n'a pas eu les quarterbacks adéquats. Il a eu ses histoires de blessures, commotion avant. Il avait Dennis Allen en head coach. Enfin, il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte pour Olave. Là, il a peut-être un coach qui sait mieux l'utiliser. C'est sûr qu'il a la pression du contrat, ça on ne dira pas le contraire, et de toute manière, que ce soit chez nous ou ailleurs, il est obligé de bien jouer s'il veut le contrat qu'il espère obtenir. Mais en dehors de ça, je ne suis pas sûr que ça vienne de Vélé ou quoi que ce soit. Je pense que vraiment c'est plus la pression du contrat et qu'il soit bien utilisé. Ça vous va? Très bien.
Très Et bien. ben on passe à Nola Twist qui nous dit Hello l'équipe, parlons aujourd'hui de l'affaire Sanker. L'accusé Lio est appelé à la barre. Quelque chose à déclarer concernant notre MVP. Bah, il est très bien, il me satisfait très bien. Il fait encore un très bon match. Alors, je le dis, je le répète toujours, hein, mais pour moi, je porte beaucoup d'importance à la value, c'est-à-dire à quel moment tu vas drafter tel joueur. Je ne porte pas d'importance sur le joueur que tu draftes exactement, mais à quel moment tu le draftes. On a eu assez d'années, on a drafté des mecs à partir du 4e tour qui n'ont servi à rien, même à partir du 3e tour qui n'ont servi à rien. Oubliez pas, il n'y a pas eu que la draft 2017. Il y a eu beaucoup de drafts où il y a eu un ou deux joueurs impactants qui étaient sélectionnés au début, mais tous les autres passaient aux oubliettes ou étaient en practice squad au bout d'un an, etc. Et moi, c'est des choses que j'aime pas, en fait. Donc, je suis toujours assez méfiant à ce niveau-là. Jonas Sanker, ça fonctionne bien. Il est bien utilisé. Ce qui est bien, encore une fois, c'est qu'on a des coachs qui viennent du college football. On a un Brandon Staley qui a plutôt aussi une vision novatrice du football. Et peut-être que tout ça fait que justement, notre draft cette année a très bien marché parce qu'il n'y a pas que Sanker, hein, il y a tous les autres. Oui. Et voilà, donc je suis content, je suis satisfait. Et je demande, comme avec Tyler Shock, j'étais le premier à être stupéfait de prendre Shock aussi haut. Bah écoute, moi, tant qu'on me fait ravaler ma casquette, ça me va très bien quand c'est pour les Saints. Quand c'est d'autres équipes, j'ai un peu plus de mal. Je me dis, ah non, vas-y. Mais quand c'est pour les Saints, ça nous fait gagner. On te voit, Nola Twist, de garder les tickets et de vouloir semer la zizanie entre nous. Hein. Oui, oui. C'est pas la première Oui, question. parce que l'autre fois, On te pareil, voit, hein. t'as envoyé 2-3 lasers vis-à-vis d'Alexis, etc. Non, tu Bon, n'arriveras Alexis, pas à c'est nous avoir. mérité. Hein. On s'embrouille déjà assez en privé pour le faire en live. Jus qui nous écrit via Instagram cette fois-ci, n'hésitez pas, hein, toujours French Quarter Podcast sur Instagram. Salut la team, si ce n'est pas trop tard pour le pod, je vois beaucoup de choses sur les réseaux qui comparent Shock aux autres quarterbacks rookies, à Mahomes dans le pourcentage de passes complètes ou encore d'autres quarterbacks rookies des Saints et j'ai l'impression que c'est un peu l'enflammade, même pour moi je dois l'avouer. Alors qu'en pensez-vous? Ce n'était que les Jets, mais la fiche de stats est belle. Alexis doit bientôt échanger son maillot Rattler contre Shock. Who dat l'équipe? Je vais vous donner un petit secret sur Alexis. Alexis, en fait, ces dernières semaines, je te balance. Tiens, tu sais quoi, Allez, il allez. regarde pas les matchs en direct, Alexis. Donc il les regarde, mais Condensé. il fait le 40 minutes, sauf que le 40 minutes, tu vois pas exactement ce qui se passe pré-snap, parfois. Mais surtout, il y a un élément qui est majeur, c'est que tu n'es pas dans le contexte du match. Donc le contexte à pression, le contexte à ceci, cela. Tu connais déjà le résultat, tu sais comment c'est, donc tu attends juste à être impressionné par le quarterback pendant tout le 40 minutes. Et en fait, je pense que ça fait perdre peut-être des fois en vision d'un match. Ça, c'est mon avis personnel. Lui, peut-être qu'il le voit différemment. Mais voilà. Taylor Shock, moi, je l'avais mis en flop en disant que j'avais peur de l'enflammade. C'était après son premier match complet. On est toujours comme ça. Je suis jamais quelqu'un de rassuré. J'attends le moment où ça va vraiment se casser la gueule et comment il va ressortir de ça aussi. Ça va être très important parce que ça arrivera tôt ou tard. Il va falloir passer par cette étape. Il y aura une cagade, forcément. Il y aura des cagades. Il y en aura, comme tous les rookies, comme tous les jeunes joueurs. Il y aura sûrement le mur de deuxième année qui va être compliqué à gérer. Enfin, il y aura plein de choses. Hein. Et puis des cagades pour les pros, ça arrive. On repense encore au match de Joe Burrow il y a 2 semaines où c'était une catastrophe, hein, où il lance 2 pick six, 0 points. Enfin, voilà, des cagades, ça arrive à tous les niveaux. Ça arrive aux plus anciens comme aux rookies. Il y aura forcément des moments difficiles, mais comme dit Elio, c'est la façon dont il va rebondir. J'ai envie de dire qu'il y a une petite enflammade, c'est normal parce qu'on n'a pas vu un quarterback être aussi constant, mine de rien, depuis le départ de Drew Brees. Tu as eu la blessure de Jameis Winston. Le Jameis Winston pré-blessure était bon, mais à quel point, on ne sait pas, parce que tu as Sean Payton qui lâchait pas les chevaux. Il savait très bien qui il avait sur le terrain. Derek Carr, c'était un excellent match pour 3 matchs pourris. Rattler, j'en parle même pas, et je citerai pas les 8 QB qui sont passés après Drew Brees, Trevor Siemian, oh là là. Andy Dalton, enfin bref, on a eu des cagades au poste de quarterback, et là quand tu vois la constance des victoires venant d'un rookie, c'est normal qu'il y ait une enflammade quand même, et il montre des signes de pourquoi lui
Et quand t'en es à ton 3e ou 4e head coach qui te dit que c'était le quarterback numéro 1 sur leur board à la draft précédente, ça en dit long aussi sur le profil de Tyler Shock et que comme quoi tous les experts, analystes, machin, ESPN et compagnie se sont plantés aussi sur le personnage. Ouais, et puis on peut être excité. Il y a un jeune head coach un peu génie offensif qui est avec lui, qu'il a choisi comme son quarterback, donc c'est son gars. Ça veut dire qu'il sait comment le faire jouer, etc. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Il y a quand même et ça le disait sur le Saints Twitter et notamment des insiders qui disaient qu'en fait, bah ouais, on fait partie de ces équipes on a l'impression qu'il y a quand même un lien entre le nouveau coach un peu jeune, novateur, et le jeune quarterback. Et donc, ça fait plaisir. Il y a de quoi s'enflammer, il y a de quoi prendre du kiff. Franchement, après des années noires, après le départ de Drew Brees, autant profiter, autant prendre ce qu'il y a à prendre. C'est sûr Ouais. qu'on n'ira pas battre des top équipes d'ici peu, mais en tout cas, voilà. Nous, ce qu'on avait annoncé avant cette saison, c'était qu'on voulait voir une équipe. On savait que ça allait être une saison noire, mais on voulait voir une jeune équipe avec de la progression. C'est ce qu'on est en train de voir au fur et à mesure des matchs. Et sincèrement, kiffons. C'est juste kiffons. Ouais, Et c'est ça. on verra. Voilà, c'est tout. Mais pour l'instant, profitons du moment présent. Et bah, c'est tout. C'est tout. C'est tout pour cet épisode. On vous souhaite un joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Ouais, Profitez bien, famille, amis. exactement. Avec modération, Oui. évidemment, pour ceux qui boivent. Et surtout, ouais, profitez de vos familles. Si vous n'êtes pas en famille, comme on l'a dit, il n'y a pas de souci. Vous écoutez cet épisode. On sera là avec vous, dans l'esprit de Noël. Et puis, si en plus, au lieu d'écouter l'épisode, vous voulez le regarder, vous pourrez de nouveau voir la guirlande sur John. Magnifique. illuminée. Voilà. C'est magnifique, hein. Ouais. Sur ce, nous nous quittons sur les 2 meilleurs mots de la fin. Messieurs, je fais le décompte. C'est parti. Who dat? Who dat? Et salut tout le monde.